Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans les vraies voix. On sait que vous êtes de plus en plus nombreux et ça c'est forcément l'effet Philippe Bilger, on le sait. Hein. C'est-à-dire évident. Évident, bien sûr, je le redis. Et un peu le vôtre tout de même. Il faut être juste. À peine. Et puis surtout le mercredi, on a une équipe, une équipe. Il nous manque celui qui triche au Kikadi, Olivier d'Artigol. Il jouera peut-être. Pas aujourd'hui. En tout cas, il ne jouera pas avec nous. Dans un moment. Absolument, un moment très fort. En tout cas, bienvenue 0826 300 300 avec ce numéro que vous connaissez maintenant par cœur, avec Philippe David. Ça va, Philippe David ? Ça va bien et je suis content parce qu'une personne qui mérite énormément a été élue locale de l'année. C'est la maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval, qui a eu des menaces de mort, qui a eu à répétition d'ailleurs, et qui a eu quand même une situation sacrément difficile à gérer. Et je suis très heureux pour elle et je lui dis bravo. Par qui ? C'est l'élu local de l'année, c'est les gens qui votent pour savoir qui est l'élu local de l'année. Oui, mais qui vote ? Oui, c'est Philippe David. Ah non, pas du tout. Je vais vous dire, pardon. C'est le prix du trombinoscope 2023 remis par Christopher Baldelli, le président de Public Sénat. C'est important. C'est important. Si je disais que vous étiez le meilleur, ça n'aurait aucun sens. Non. Si des gens le disent. Excusez-moi, pour une fois que vous auriez un éclair de lucidité, ce serait suffisamment rare pour être signalé. Excusez-moi. Bon accueil, bonjour. Ça démarre bien. Allez, soyez les bienvenus. Au sommaire de cette émission, à 17h30, le grand débat du jour. Gabriel Attal place l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation. Ce matin, le Premier ministre a réaffirmé les engagements du gouvernement, mais aussi brandi plusieurs annonces. Faciliter les visas pour les saisonniers étrangers, mais aussi supprimer l'indicateur français NODU sur les pesticides afin de s'aligner sur l'Europe en évitant la surtransposition des normes, Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce qu'on est en train de prendre conscience de l'importance des agriculteurs dans la société française ? Pensez-vous que Gabriel Attal est l'homme pour gérer cette situation de crise ? Ou est-ce que finalement vous ne craignez pas que de mettre l'agriculture dans les intérêts fondamentaux de la nation, ce n'est pas une phrase creuse ? Et à cette question, comme le dit Gabriel Attal, faut-il mettre l'agriculture dans les intérêts fondamentaux de la nation ? Vous dites oui à 84%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300, c'est Aude qui prend comme tous les jours vos appels. Et notre invité expert du jour sera Patrick Bénézy, vice-président de la FNSEA. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. Contrairement aux idées reçues, les violences ne se limitent pas aux grandes métropoles. Les statistiques de la sécurité publique révèlent une augmentation de 7% des incidents tels que la torture, les actes de barbarie, les agressions ou les menaces dans des petites et moyennes communes au cours de l'année écoulée. Et ce qui est assez affolant, c'est que le Loir-et-Cher se distingue par l'escalade de violence avec une hausse de 40% l'an dernier. Alors parlons vrai, est-ce que ces chiffres vous surprennent ? Est-ce que finalement depuis des années, une certaine partie de la classe politique n'a pas fermé les yeux sur le drame de l'insécurité ? Est-ce que vous pensez que les politiques vont avoir le courage de prendre le problème à bras-le-corps ? Et à cette question, explosion de la délinquance dans les villes moyennes, l'insécurité gangrène-t-elle maintenant la France rurale ? Vous dites oui à 96%. Vous habitez la France rurale, tiens, vous avez constaté ou pas ? Appelez-nous au 0826 300 300. Et on en parlera avec Jean-Christophe Couvi, secrétaire national d'unité SGP Police Force Ouvrière. Soyez les bienvenus, les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et donc Philippe Bilger avec nous, président de l'Institut de la Parole. Ça va, Philippe Bilger ? Merci d'être là. Très bien. Et en face de vous, cher Philippe, Tom Conan, auteur de Pollution, publié chez Albin Michel. Bonsoir. Bonsoir à tous. Tom, il y a un truc qui a changé chez vous là ? Je suis coiffeur. Ah, c'est ça. Ça par exemple, c'est une phrase que pourrait pas dire Philippe David. Voilà, par exemple, c'est un truc. Voilà, on fait des efforts pour les vraies voix. Oh là là, c'est bien, c'est bien. Votre brushing est parfait. C'est vrai. Bon, Joseph Touvenel est avec nous, directeur de la rédaction de Capital Social. Bonsoir Joseph. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et moi je peux encore me coiffer, mais pourvu que ça dure. Oui, pourvu que ça dure. Non, mais c'est vrai que vous êtes fourni, comme on dit. Tout va bien. C'est quoi ce petit bronzage, Joseph ? C'est l'Espagne la semaine dernière. Ah oui, d'accord. On a compte de la chance. Hein. Oui, merci de nous avoir invités. Pour le travail, où j'ai vu des agriculteurs en colère aussi en Espagne, avec dans une petite ville des tracteurs qui avançaient. D'accord. Et ils seront à Madrid aujourd'hui. Ouais. Et donc vous en avez profité pour bronzer, vous avez bien fait. Absolument. Allez, 0826 300 300, vous nous laissez des messages. Quentin qui nous appelle des Hauts-de-Seine est avec nous. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Bienvenue. On parle de quoi mon cher Quentin ?
Écoutez, moi j'ai un coup de gueule au sujet de la probité de la presse. Ah là là, vaste sujet. On attend ça avec impatience. En attendant, on écoute un joli petit message. Écoutez. Alors vous êtes un auditeur de Sud Radio et agriculteur. C'est quoi vos fidèle. Vous écoutez Trésorerie. Le matin, le patron, comment il s'appelle? Je sais pas comment il s'appelle, Roger. Patrick Roger. Bourdin, après Valérie Espert, et après l'après-midi, j'écoute à 5h. Philippe David. Avec Cécile de Minibus. Voilà, qui est magnifique. Qu'on doit se faire un petit graillou un jour. Avec Philippe David. Oui. Il a prévu de venir vous voir. C'est prévu. Et Bourdin, il n'est pas mauvais. Pas mauvais. Et voilà. Eh ben merci d'être fidèle. Nos agriculteurs qu'on adore, un petit graillou avec Philippe David. Un petit graillou, c'est dans le sud-ouest, faire un graillou, c'est faire une bouffe ensemble. Quoi. Alors avec grand plaisir, Claude, on ira se faire un graillou avec un immense plaisir. Surtout que Saint-Jory, je connais très bien, c'est à quelques kilomètres de Toulouse. Ah ouais, c'est un Il auditeur. aurait même dit des horreurs. Cet accent est une merveille. Non, mais moi, ma passion. Mais c'est une vidéo en plus. Il est chou et comme on tout. n'a plus le droit de faire des grailloux ici. Non, mais quelle popularité quand même. C'est Christine Bouillot qui a fait cette Philippe vidéo. David, c'est incroyable. C'est impressionnant. C'est une star. Par contre, il a dit que c'est vous qui étiez magnifique, hein, pas moi. Hein. Ah, j'ai même pas entendu ça. Si, mais il est réaliste quand même, non? Et c'est que Philippe David, c'est un peu notre Jean-Pierre Pernaut à nous, finalement. Vous allez dire Jean-Pierre Coff. C'est un sacré compliment. Non, c'est un grand compliment, oui. C'est quelqu'un de délicieux, Jean-Pierre Pernaut. Une sorte de synthèse, la bedaine de Coff, mais vous êtes beaucoup plus sympathique que lui. Jean-Pierre Pernaut a été délégué du personnel. Ouais. Ah oui. De TF1. Oui. Il était sur mes listes. Il était sur vos listes. Eh ben d'accord. Voilà, on en sait un peu plus. En attendant, on retourne au standard avec Quentin qui nous appelle des hauts de Seine. Je vais réussir à le dire. Quentin est sur cette probité de la presse. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Effectivement, la probité de la presse, parce qu'il se passe pas un seul jour sans qu'on voit dans les journaux ou à la télévision des reportages qui 2 jours plus tard sont frappés du faux, voire du mensonge complet. J'ai quelques exemples en tête. J'ai un adepte du sujet qui est Julien Pain qui nous sort des inepties toutes les 4 secondes. J'ai en tête un reportage qu'il avait fait sur une augmentation de la fiscalité pour les milliardaires en Suède, où il disait qu'il y avait une augmentation de 0,1% de la fiscalité, ce qui faisait que les milliardaires fuyaient la Suède. Et non, cher ami, quand on passe de 1% à 1,1%, c'est un simple problème de mathématiques qui n'est pas difficile à résoudre. Il y a une augmentation de 10% de la fiscalité. Voilà, c'est un exemple, là, on peut se dire c'est l'erreur, mais il est tellement habitué que ah bah dis donc, il est rhabillé pour l'hiver, là. Ah oui, celui-ci, c'est un sujet. Ah, c'est un sujet. C'est une synthèse, comme disait un ancien acteur. Voilà, il y a quand même beaucoup de sujets comme cela. J'ai notamment ces derniers temps sur la santé. Il y a quelque temps, il y a un YouTuber qui s'appelle G1000 qui a fait un reportage sur le docteur Salman dans l'émission de Léa Salamé, et qui disait des inepties pas possibles, des choses sans prouver quoi que ce soit, sans faire référence à une seule étude médicale, et qui annonçait des choses vraies sans aucune contradiction, sans aucune c'est vrai que c'est revenu. C'est revenu assez souvent. Bougez pas, Quentin, parce qu'on va faire. Cette information, elle est revenue assez souvent. On va en faire proposer, en tout cas, à Philippe Bilger sur de le répondre. thème général, Quentin a totalement raison. Je ne répondrai pas sur le premier point, dans la mesure où il a posé un problème de mathématiques qui n'est pas mon fort. Alors, sur cette probité. C'est vrai. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, l'époque, effectivement, c'est que tout le monde s'improvise médias. C'est ça la spécificité de l'époque. C'est un vrai métier. Journaliste, ou en tout cas, ils prétendent l'être d'une certaine façon. Effectivement, les chaînes YouTube sont pas vraiment des médias très souvent, sauf quand c'est les chaînes YouTube des médias. Évidemment, là, c'est autre chose. Mais quand vous êtes une seule personne, vous n'êtes pas un média à vous tout seul théoriquement, mais vous êtes un peu traité comme tel dans les algorithmes. Donc, vous pouvez effectivement croiser d'autres médias tout à fait légitimes entre guillemets avec des équipes spécialisées. Donc, je dirais que c'est un peu ça que je trouve un peu gênant. Parfois, c'est que les deux soient traités de la même manière, alors qu'il y a d'un côté des pros, de l'autre côté des amateurs. Joseph, 30 secondes. Quand on entend une responsable d'un service public très important nous dire que son information qu'elle va donner et qu'elle va faire donner, c'est le monde tel qu'elle voudrait
qu'il soit, et non pas tel qu'il est, on peut pas s'étonner ensuite que on trouve qu'entre la réalité et la virtualité, il y a une petite différence. Je vais vous débunker, c'est Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Voilà. Ça, c'est mais surface, la coiffure de Tom est vraiment remarquable. Oui, mais faut pas c'est bien qu'on parle des sujets sérieux. Non, mais c'est La digression totale. Non, mais c'est impressionnant. Non, mais c'est une information, c'est un scoop. Vraiment, je le prends très bien. Nous allons la fact-checker, cette information. Merci beaucoup, Quentin. Vous restez avec nous. Vous êtes notre vraie voix du jour, mais c'était un sujet très intéressant qui mériterait un débat effectivement sur la presse en général. Et où est la vérité ? C'est toujours un petit peu le problème. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu et surtout le réquisitoire du procureur. Alors, quel courage il faut pour être policier ? Oui, on en parle dans un instant. Vous êtes les bienvenus, 0826 300 300. Aude vous attend au standard, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On espère que tout va bien, on ne sait pas d'où vous nous écoutez, on aimerait bien savoir d'ailleurs, envoyez-nous des petits tweets, des petits messages pour nous dire ce que vous faites dans la vie, des photos de vous, des photos de votre univers pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux. Ce serait sympa, je trouve. Des cartes postales. Des petites, c'est dommage quand les gens n'envoient plus de cartes postales. Maintenant ils envoient un texto avec une photo. Et encore c'est le même pour tout le monde. C'est comme les vœux, hein. Bonne année machin. Après les copier-coller. Mais sans libertinage. L'heure à cette heure-là, mon Dieu, parfois, c'est agréable. D'accord. Mais ce que j'aimais pas, vous savez, moi, c'est les gens qui envoient les cartes postales avec uniquement un mot, genre bonnes vacances, bisous, et le même mot à tout le monde. Je trouve que là, c'est un peu exagéré quand même. Ouais, mais écoutez. Hein, mais si c'est sincère à chaque fois. Oui, bien sûr, c'est possible, C'est ça. Allez, dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir, Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Et vos 3 mots sont Mes 3 mots sont résistance, débat et village. On va parler de la panthéonisation du résistant communiste Missak Manouchian, de Gabriel Attal qui parle agriculture et qui se prend une fin de non-recevoir par Marine Le Pen sur sa proposition de débat, et puis de cette élection du village préféré des Français. Allez, on en parle dans un instant. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous dites, monsieur le procureur, qu'il faut vraiment être courageux pour être policier en 2024. Oui, il y a je voudrais parler de 2 jeunes gens de 20 ans et 22 ans qui, en 15 jours, ont commis la bagatelle de 6 vols aggravés. Alors, ils étaient sous OQTF, et ce qui m'intéresse, c'est de voir que un juge ou des juges, je ne sais pas s'ils étaient en collégialité ou juge unique, les a condamnés à 6 mois avec sursis, alors que le ministère public avait requis 8 mois d'emprisonnement, ce qui déjà n'est pas considérable. Autrement dit, on a un juge ou une juridiction qui a décidé de remettre dans la nature, parce que le sursis c'est équivalent à rien, 2 jeunes qui avaient commis dans les 15 jours précédents 6 vols, qui ne vont pas être retrouvés et qui probablement vont renouveler des vols ou autres infractions. Si j'étais garde des Sceaux, on a le droit de rêver, après tout. J'approche du moment où le dernier soupir arrivera et donc je suis content de faire des rêves. Eh bien, je dirais, si ces juges qui ont condamné à 6 mois avec sursis vont pouvoir constater que les 2 jeunes qu'ils ont libérés vont recommencer, eh bien, je ferai en sorte d'inventer une sanction disciplinaire. Il n'est pas normal qu'on soit bête ou indulgent sur la peau de la société. Après, au QTF, 6 infractions en 15 jours, ça fait quand même beaucoup. Ni expulsion, ni prison. Si le mot n'est pas dans un pays hyper laxiste, alors c'est quoi? Oui, non, mais ça paraît très surprenant, mais quels sont les termes après du dossier précisément? Est-ce qu'il y a des éléments qui justifient le fait qu'effectivement ils aient pu être relâchés? Enfin, qu'est-ce qu'il y a comme justification à ça? Il y en a un, mon cher Tom, le laxisme du juge. Oui, mais officiellement, quelle est l'argumentation juridique qui a été employée? Là, vous m'en demandez trop. Il doit y avoir des raisons quand même, j'imagine. Oui, mais je constate. Fussent-elles contestables, mais elles doivent exister. Le ministère public, 8 mois d'emprisonnement et 6 mois avec sursis. Enfin, les raisons, elles sont peut-être et certainement idéologiques. Oui. Quand on voit l'idéologie d'un certain nombre de juges, quand on voit le syndicat de la magistrature, moi je n'accepte toujours pas juridique quand même. Qu'il n'y ait pas eu de sanctions très fortes pour le syndicat de la magistrature avec le mur des cons. Donc on voit bien ce que ça développe derrière. Allez, merci beaucoup Philippe Bilger. Tout de suite les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Les 3 mots
Félix, qui sont résistance, débat et village. Aux résistances étrangers et communistes, la France reconnaissante, Missak Manouchian et 23 de ses compagnons entrent au Panthéon. Hommage ultime pour ces combattants de l'ombre longtemps oubliés. Gabriel Attal prend la parole et cherche à temporiser la colère agricole. À quelques jours du salon, il veut aussi débattre sur le sujet avec Marine Le Pen qui le renvoie vers son président de parti, Jordan Bardella. Et puis 14 villages en lice pour l'élection 2024 du village préféré des Français organisé par France Télévisions. Le patrimoine de l'UNESCO, ce serait le pruneau sur le phare, nous dit le maire d'un candidat lot-et-garonnais. Les vraies voix Sud Radio. La résistance communiste et étrangère entre à son tour au Panthéon 60 ans après Jean Moulin et la résistance gaulliste. Missak Manouchian fait son entrée accompagné symboliquement par 22 autres condamnés à mort. Avec lui, une plaque commémorative va lister leurs noms. Parmi ces résistants communistes, étrangers pour la plupart, Rino Della Negra, footballeur du Red Star, fusillé à 20 ans à Argenteuil où résidait ce fils d'immigrés italiens. Eh bien, certains poussaient pour le faire entrer au Panthéon. Philippe Doucet, ancien maire de la ville, avait même créé une association pour ça il y a un an. On trouvait dommage que si Manouchian rentrait au Panthéon, ce qui me paraissait bien, que l'ensemble de ses camarades n'y rentrent pas en même temps que lui, parce que c'est le groupe Manouchian, l'affiche rouge, mais il n'était pas tout seul sur cette affiche. Et nous, à Argenteuil, on a un résistant qui s'appelle Rino Della Negra. On trouvait injuste qu'il ne soit pas associé à l'ensemble de ses camarades dans cette entrée au Panthéon, dans quelque chose qui nous paraît important. Donc on s'est activé et on est ravis d'avoir obtenu gain de cause, pas simplement pour Rino, mais pour l'ensemble des membres du groupe Manouchian. Philippe Doucet, ancien maire d'Argenteuil, au micro Sud Radio de Quentin Gérard. La cérémonie d'entrée au Panthéon va démarrer à 18h30. Et puis le deuxième mot, débat, Gabriel Attal a parlé agriculture ce matin. Le Premier ministre réaffirme les promesses du gouvernement sur les simplifications à venir et même déjà engagé. Selon lui, il annonce vouloir simplifier les démarches de visa pour les saisonniers étrangers. Autre promesse, celle de supprimer l'indicateur français sur les pesticides pour s'aligner sur l'indicateur européen et ce afin d'éviter un phénomène de surtransposition des normes par rapport aux pays voisins. Gabriel Attal en a profité également pour réagir à la fin de non-recevoir adressée par Marine Le Pen à sa proposition de débattre avec lui. L'ex-candidate RN l'avait renvoyé vers le président de son parti, Jordan Bardella. J'ai proposé ce débat pour que Madame Le Pen puisse nous dire quelle est sa vision et qu'elle puisse aussi s'expliquer sur ces changements de pied incessants vis-à-vis de nos agriculteurs. Je constate qu'elle ne veut pas. Ça montre manifestement qu'elle n'est pas très à l'aise sur ces questions-là et qu'elle a peur que ça se voit. Moi, j'ai jamais eu de problème par le passé à débattre avec Jordan Bardella. Et vous l'avez dit, il est tête de liste pour les européennes et président de son parti. Je ne suis ni tête de liste pour les européennes, c'est peut-être une annonce que je vous fais, ni président de mon parti. Je suis Premier ministre. Madame Le Pen est présidente du premier groupe d'opposition au Parlement. À ce titre-là, c'est avec elle qu'il est légitime que je débatte. Mais ce matin sur Sud Radio, au micro de Patrick Roger, le vice-président RN de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu, a défendu le choix de son parti et de Marine Le Pen. C'est quand même amusant. Gabriel Attal et Emmanuel Macron nous disent cette semaine, là aussi, il y a 6 mois, cette semaine, Marine Le Pen, le Rassemblement national ne sont pas dans l'arc républicain. Mais on lui propose de débattre. Est-ce qu'à un moment, ces gens vont être cohérents avec eux-mêmes? Mais Gabriel Attal, il veut profiter de la lumière de Marine Le Pen pour exister. Marine Le Pen lui dit, vous êtes Premier ministre, Monsieur Attal, eh bien, allez débattre avec celui qui sera Premier ministre de Marine Le Pen, avec Jordan Bardella. C'est exactement là où on vous demande d'agir. On nous a dit, Gabriel Attal, c'est l'arme anti-Bardella. On va reparler de ces annonces, en tout cas sur l'agriculture dans un instant avec le grand débat des vraies voix. Et puis cette question aussi du non-débat Attal-Le Pen. On aura l'occasion d'en reparler dans une petite heure avec Philippe Bilger pour son tour de table. Troisième mot, village. Il en reste 14 pour l'élection 2024 du village préféré des Français. L'émission de France Télévisions revient pour une 12e édition. Elle a dévoilé lundi les 14 finalistes. Et parmi eux, figurez-vous, le village de Villeréal, une bastide lot-et-garonnaise au riche patrimoine médiéval. Son maire, Jean-Jacques Caminade, ne cache pas sa joie. C'est la première fois qu'un village du Lot-et-Garonne est choisi. C'est la journaliste de la production qui m'a appelé pour me donner la bonne nouvelle. Heureusement que j'étais assis, parce que vraiment, j'étais ravi. Alors effectivement, on est déjà plus beau village de France depuis 2018. Là, on rentre, dans le top 14 des villages français, préférés des Français. Il ne reste plus maintenant, dernière étape, être reconnu par le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça, on attendra, ce serait encore, le pruneau sur le phare.
Voilà, ce serait le pruneau sur le phare. Propos recueillis par Louis de Kergorlet pour Sud Radio. Les votes entre les 14 villages sont ouverts jusqu'au 8 mars en ligne. Merci beaucoup, Félix. Stéphane Bern est dans le coup. C'est lui qui anime l'émission. Oui, C'est l'émission. C'est l'émission animée absolument. par Stéphane Bern sur France 2, je crois, ou France 3. Oui, ça doit être France 2, je pense. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Et on revient dans un instant avec le Premier ministre qui a décidé de placer l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation lors de la conférence de presse qu'il a présentée ce matin. Oui, Cécile, parlons vrai. Est-ce qu'on est en train de prendre conscience de l'importance des agriculteurs dans la société française? Est-ce que Gabriel Attal est l'homme de la situation pour résoudre cette crise? Est-ce que finalement, ces mots, ce ne sont pas que des mots, mettre l'agriculture dans les intérêts fondamentaux de la nation? Et à cette question, comme le dit Gabriel Attal, faut-il mettre l'agriculture dans les intérêts fondamentaux de la nation? Vous dites oui à 85%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et on va en parler avec Patrick Bénézy qui est avec nous, un vice-président de la FNSEA. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Petite question, la coordination rurale de France affirme que le salon de l'agriculture sera celui de la colère. Vous les soutenez? Mais déjà, nous, on n'est pas le même syndicat, donc effectivement, on va avoir nos opérations, on a notre plan pour essayer de négocier un maximum de choses et surtout que Gabriel Attal est le président de la République, puisqu'il s'agit de lui, puisqu'il sera là le premier jour a priori, donc annonce et concrétise ce que l'on a entendu, ce qui reste flou, ce qui a été acté, ce qui a été promis, et en tout cas ce qui reste à travailler. On en parle dans quelques instants avec vous au 0826 300 300. N'hésitez pas, on vous attend jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Elles sont là, les vraies voix, autour de nous avec Philippe David, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Tom Conan, auteur de Pollution publié chez Albert Michel, et Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social. Et vous, au 0826 300 300, ne perdons pas de temps, tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le premier enjeu, c'est notre souveraineté agricole et place l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation. Ça ressemble à la chanson Paroles et Paroles. Un nouveau projet de loi pour renforcer Egalim, rééquilibrer encore les choses. Egalim n'a pas marché, Egalim ne marche pas. La place des indicateurs de coûts de production. Ils existent, ils doivent être plus centraux dans la construction du prix. On aura beau faire toutes les lois Egalim et tout ce qu'on voudra, l'agriculteur français sera désormais, et il faut le regretter, toujours trop cher. Et donc Gabriel Attal place l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation. Ce matin, le Premier ministre a réaffirmé les engagements du gouvernement, mais aussi brandi plusieurs annonces. Faciliter les visas pour les saisonniers étrangers, par exemple, mais aussi supprimer l'indicateur français NODU sur les pesticides afin de s'aligner sur l'Europe en évitant les surtransportations des normes, Philippe. Alors parlons vrai, est-on en train enfin de prendre conscience de l'importance des agriculteurs dans la société française? Est-ce que pour vous, c'est sincère, il faut mettre l'agriculture dans les intérêts fondamentaux de la nation? Ou est-ce que, comme le disait un des agriculteurs, c'est comme Alain Delon et Dalida, parole et parole et parole, et comme le demande Gabriel Attal, faut-il mettre l'agriculture dans les intérêts fondamentaux de la nation? Vous dites oui à 85%. Ça va, Philippe David? Non, mais je ne suis pas pris pour Alain Delon, vous inquiétez pas. Un peu quand même, hein. Patrick Bénézy est avec nous, vice-président de la FNSEA. Merci en tout cas d'être en direct sur Sud Radio avec nous. Philippe Bilger sur ces annonces de Gabriel Attal. Alors d'abord, il me semble qu'il y a un problème de méthode. À chaque jour, on peut dire que Gabriel Attal énonce des priorités qui sont fondamentales. L'agriculture est au-dessus de tout, la sécurité, l'école, et tout cela n'est pas grave, on a le droit d'énoncer plusieurs priorités du point de vue intellectuel, mais dans la vie pratique, il faudra bien que le gouvernement distingue lesquels sont plus prioritaires, opératoires que d'autres, et j'espère que ce sera l'agriculture. Ma seconde observation, c'est le fait que dans les engagements de Gabriel Attal, il y en a
qui vont être faciles à réaliser, et je n'en doute pas une seule seconde, d'autres qui seront plus difficiles à mettre en œuvre, qui exigeront du temps. Et là, j'espère que malgré le temps long, eh bien, les promesses seront également tenues. Sinon, les agriculteurs ne le supporteront pas. Tom Conan. Moi, il me semble quand même que l'équation derrière, même si Gabriel Attal effectivement a l'air d'en faire un maximum, actuellement, ça ira sans doute dans le bon sens, mais l'équation, elle est impossible. Parce qu'en réalité, sur le long terme, même si là, on arrive peut-être à éteindre d'ici quelques temps la grogne sociale des agriculteurs, mais les coûts vont être croissants, les coûts de l'énergie dans les années à venir vont continuer à croître, la compétition internationale ne va pas s'évaporer non plus d'un trait, y compris à l'intérieur de l'Europe d'ailleurs, et ensuite il y a le pouvoir d'achat des Français qui lui non plus va pas franchement dans le bon sens non plus, pour d'autres raisons, pour l'inflation, elle-même liée à l'élévation des coûts de l'énergie et à d'autres coûts aussi. Donc en fait, il me semble que là on est sur une logique de court-termisme qui sera peut-être efficace, mais à mon avis il faudra revenir sur le sujet dans 1 an, dans 2 ans, etc. Donc c'est vraiment le vrai problème. Joseph Touvenel. On peut souhaiter qu'effectivement nous soyons souverains du côté alimentaire. Et donc, on retrouve cette souveraineté qu'on a perdue. Ça, c'est un effort politique à faire. C'est pas impossible. Il faut de la traçabilité sociale, de la traçabilité environnementale et de la traçabilité fiscale pour que la compétition soit à peu près équilibrée. Après, je vais être dans les 15% qui disent non, pas parce que je ne veux pas que ça soit dans les intérêts fondamentaux de la nation, mais les intérêts fondamentaux de la nation, le procureur me démentira si j'ai faux, mais c'est prévu dans le code pénal à l'article 410.1 et c'est du pipeau. Et donc les agriculteurs ont raison de dire on veut des actes précis et on veut pas une inscription, c'est de la com. Dans cette inscription, vous avez l'indépendance de la nation. D'accord, quand on a vendu Alstom, l'indépendance de la nation, quand on a fermé les centrales nucléaires, l'indépendance, elle n'est pas très là. On a la sécurité, la forme républicaine des institutions. J'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire, mais c'est dans le code pénal, puisque moi j'en suis resté à la démocratie. Et par exemple, quand on vote un référendum, qu'on dit non à un traité européen, alors on le respecte. Vous voyez que les agriculteurs ont raison de se méfier. On peut mettre quelque chose dans les textes et pas l'appliquer. Patrick Bénézy, vous êtes président de la FNSE, vice-président de la FNSEA. Je vous ai monté en grade d'un coup, désolé. Peut-être ça viendra un jour. Quand on entend le tour de table des vraies voix, le mot souveraineté, c'est important parce que Marc Fesneau est ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Comment arriver à parler de souveraineté alimentaire alors que pendant des années la France a nourri l'Europe et qu'aujourd'hui elle est déficitaire sur sa balance commerciale agricole si on enlève les vins et spiritueux? Oui, mais déjà, il faut dire que c'est possible. C'est une volonté politique. Certains d'entre vous l'ont dit. S'il y a une volonté politique, on peut retrouver cette souveraineté. Nous l'avions. Ce sont des choix politiques. Ce matin, enfin, on a un Premier ministre qui a dit qu'il allait réouvrir la loi, les lois EGA, qui ont effectivement apporté quelques progressions. Mais il faut finir le boulot. Il faut finir le boulot, par exemple, sur le prix. Aujourd'hui, on a eu une première phase de GA où, en fait, les choses n'étaient absolument pas contraignantes. Une deuxième phase où il n'y a pas eu de contrôle. Et bien là, il faut passer à la dernière phase, c'est-à-dire garantir un prix qui couvre les coûts de production. Et ça, c'est un choix politique. Il faut finir ce travail. Ça, il nous semble que Attal l'a évoqué ce matin. Mais bien évidemment, il faudra vérifier. C'est pas simplement des mots, souveraineté alimentaire ou autre. Il faut que les actes suivent. Alors, il y a cette petite progression ce matin sur les prix, mais en tout cas, les agriculteurs seront extrêmement vigilants. Enfin, en tout cas, nous, on sera extrêmement vigilants parce qu'il y a tellement de mots qui n'ont pas été tenus derrière qu'effectivement, on a le droit de réclamer des actes, des engagements extrêmement forts, que ce soit sur les prix ou d'autres choses. Il y a d'autres exemples. Mais il y a des délais forcément pour la mise en place des propositions. Il y a des délais très courts et il y a des délais très longs. Comment vous allez pouvoir vous organiser, vous? Parce que effectivement, j'imagine que les délais très longs sont pour les très grosses mesures et quand c'est très court, on va dire oui, ce sont des mesurettes. Mais vous avez les moyens d'attendre. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors, on a très peu de moyens d'attendre puisqu'on est en train de perdre énormément de souveraineté alimentaire. C'est 100 000 vaches allaitantes qui dégagent tous les ans, 80 000 vaches laitières, etc., etc. On pourrait faire la liste des productions avec des éleveurs.
des agriculteurs, des savoir-faire qui disparaissent petit à petit et effectivement ça concerne les consommateurs puisque s'il faut aller chercher la nourriture à l'autre bout du monde, je suis pas sûr que les environnementalistes, les écologistes aillent imposer au Brésil ce que l'on nous impose à nous aujourd'hui, même si certains trouvent que c'est pas suffisant. Donc il y a une cohérence politique à mettre en œuvre. Nous on est conscient qu'il y a des choses qui peuvent s'annoncer de suite, ça a été fait sur certaines mesures, et encore, il faut tout contrôler, il faut que ça arrive vraiment écrit comme il le faut, et ça, c'est pour ça que l'échéance du Salon de l'agriculture est extrêmement importante pour nous. Il y a des éléments qui seront législatifs, on le sait, on a parlé des prix tout à l'heure, pour faire une autre loi, on sait que ça va prendre quelques semaines, que ça peut pas être du jour au lendemain, mais en tout cas, il peut y avoir des engagements extrêmement fermes et clairs sur ce qui va être mis dans telle ou telle loi, que ce soit sur les prix, que ce soit sur des mesures d'urgence, on pense à certaines mesures qui nécessitent une modification de la loi de finances, par exemple, de la PLOA, de la loi d'orientation sur l'installation, les transmissions, toutes ces choses-là. On est en capacité d'attendre ces moments législatifs. Et puis, il y a des engagements extrêmement fermes qui doivent être pris, notamment vis-à-vis de la politique européenne, où là les choses peuvent bouger rapidement sur certaines mesures, mais où il faut un engagement d'une fermeté très très forte, notamment quand on parle de concurrence déloyale. On a vu encore cette semaine une mesure qui nous était favorable, où effectivement quand vous avez les Brésiliens qui donnent, comme d'ailleurs tous les modèles d'engraissement au monde, qui nourrissent des animaux avec des activateurs de croissance, c'est interdit en France et en Europe, eh bien l'Europe a souhaité faire une mesure de clause miroir. Cette mesure de clause miroir a donné lieu à un acte d'exécution où on demande une attestation sur l'honneur aux vétérinaires brésiliens. Donc on sait ce que ça vaut, une attestation sur l'honneur vétérinaire brésilien pour expédier des denrées chez nous, ça ne vaut rien du tout. Donc ça veut dire qu'il faut des contrôles et qu'effectivement le niveau européen n'y est pas du tout encore. Et il faut un engagement extrêmement fort de la France pour que les choses changent, pour qu'on évite ces concurrences déloyales qui aujourd'hui sont très négatifs pour nous. Justement, alors sur le niveau européen, moi c'est ce qui me semble effectivement être le point d'achoppement, parce que sur la question du contrôle des prix, vous dites effectivement à juste titre faire en sorte que les coûts de production puissent être couverts, enfin en tout cas qu'il y ait une marge qui puisse être dégagée. Ça semble assez évident pour n'importe quel type d'entreprise, n'importe quel type de business au sens large, mais ça supposerait une forme de contrôle des prix d'une certaine façon, ou un contrôle des prix a posteriori, alors qu'au niveau européen on sait très bien que les réglementations, enfin les traités européens en vigueur le permettent absolument pas. Donc comment est-ce que vous pourrez pousser ce genre de revendications, sachant que c'est quand même assez déterminant pour le sort, le niveau de vie des agriculteurs à l'avenir? Alors sur les prix, vous savez, des fois on agite le chiffon rouge européen en disant on n'a pas le droit de faire ça. Moi je rappelle simplement que l'ordonnance de 86, elle est née en France et que le dogme et la doctrine européenne sur la liberté des prix notamment, puisque c'est de ça dont il s'agit, est né en France. Donc c'est pour ça que la France peut très bien renverser les choses. Il a parlé, Gabriel Attal a parlé d'exception agricole française. Le traité de Rome avait mis en place, à l'instauration de l'Union européenne, une exception agricole. Donc l'exception agricole peut très bien servir à faire en sorte que les coûts de production puissent être couverts, même si effectivement c'est pas comme ça que la doctrine française et européenne sur les prix et les libertés autour des prix a été pensée, notamment au niveau de l'autorité de la concurrence ou autre. Mais si le choix politique est fait, c'est tout à fait possible. C'est une décision politique. Et aujourd'hui, il nous manque cette décision politique. Philippe Bilja. Juste une question, quelles que soient les différences entre vos syndicats, il me semble qu'il y a une double similitude. D'abord, j'ai l'impression que vous ne croyez pas sur parole le gouvernement
quand il vous promet des choses. Premier point. Et le second point, j'ai l'impression que, tout en reconnaissant que tout ne peut pas être fait dans la minute, vous êtes tous très impatients, alors qu'apparemment, sous votre contrôle, on a un gouvernement qui cherche à aller vite dans le domaine qui est le vôtre. Est-ce que cette impression que j'ai est exacte? Une réponse courte, Patrick Bénézy, parce que ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, les agriculteurs sont méfiants, les syndicats, en tout cas celui que je représente, la FNSEA et JA, sont méfiants. C'est pour ça que quand on dit suspension du mouvement, lorsqu'on a fait ça il y a quelques jours, c'est bien pesé. Et ce que dit Gabriel Attal ce matin, effectivement, n'amène pas quelque chose qui pourrait être rassurant de manière très forte. En tout cas, nous avons fait le choix au niveau de la FNSEA et des JA de faire des propositions concrètes, d'essayer de rentrer en négociation. Et effectivement, nous sommes méfiants et nous ne voulons pas donner un blanc-seing, quelle que soit la mesure, que ce soit sur des mesures urgentes ou celles qui nécessiteront un petit peu plus de temps. Allez, 0826 300 300, Quentin des Hauts-de-Seine. Une réaction, Quentin, sur ces agriculteurs et ce bras de fer. Ouais, mais j'espère que le bras de fer va aller jusqu'au bout, parce que effectivement, ce qu'on se met dans l'assiette, ça dépend beaucoup et essentiellement des agriculteurs, et plus c'est fait chez nous, plus je suis heureux. Mais c'est vrai que l'annonce de Gabriel Attal, elle est insignifiante. Elle est aussi signifiante que la photo de son chien qu'il a publiée. Voilà, on sait sortir des 49.3 pour des sujets, pour plein de sujets, mais quand il s'agit de prendre de vrais engagements, mais on trouve. Mais Quentin, il y a des propositions quand même. Il y a des propositions, il y a des discussions. Vous pouvez pas dire qu'il se passe rien quand même. Je suis très heureux qu'ils discutent, mais il faut prendre des décisions et puis après ils pourront discuter s'ils veulent. Allez, bougez pas, Quentin. 0826 300 300. C'est Pascal de Périgueux. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, amis sudistes. Eh bien, écoutez, bonsoir, amis périgourdins, nous vous écoutons. On est nordistes aussi. Hein. C'était un brin d'humour. Non, en fait, voilà, il faut absolument pas écouter aujourd'hui Gabriel Attal. En fait, aujourd'hui, c'est pas du tout notre République est dirigée par l'Europe, qui est un serial killer pour la France. Pour les plus anciens, rappelez-vous des autoroutes, c'est l'Europe. EDF, GDF, c'est l'Europe. Les transports routiers qui sont morts, c'est l'Europe, etc., etc. La liste est longue. Et après les agriculteurs, ça sera le BTP, parce que malheureusement, il y a une mort programmée de l'économie française. Alors je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à me l'expliquer. C'est pour ça que là, ils vont faire le dos rond jusqu'au salon de l'agriculture pour pouvoir aller boire des canons et puis se faire photographier avec des producteurs de saucissons. Mais honnêtement, notre agriculture, elle est sous perf, quoi. Elle est en soins palliatifs. Et moi, je suis persuadé qu'à un moment donné, les agriculteurs, il faudra qu'ils arrêtent de se suicider. Il va falloir qu'ils pensent à se recycler, parce que malheureusement, ils n'auront plus aucun avenir au niveau européen en France. C'est triste ce que je vous dis. Oui, mais c'est pas très gai, effectivement. Non, c'est pas gai du tout, mais on a d'autres exemples. Moi, je suis né en 1958. Donc, si vous voulez, j'ai vu le changement avec l'Europe, tout ce qui s'est passé. Si vous roulez un peu, il n'y a plus un camion français sur nos routes. Il n'y a plus beaucoup, ça c'est clair. On va faire réagir Joseph Touvenel. Oui. Joseph. Et ensuite, le mot de la fin pour Patrick Bénézy. Pour les agriculteurs, l'Europe, ça peut être une chance, parce que partout en Europe, les agriculteurs bougent. La semaine dernière, j'étais en Espagne à l'invitation d'une organisation de femmes agricultrices qui nous expliquait très bien comment elles souffraient des importations illégales qui venaient pour les oranges du Maroc, qui repartaient en France avec marqué Espagne. Ah oui. Donc si on faisait déjà le respect des traités, c'est-à-dire le respect des traités, c'est le respect des frontières européennes. On aurait gagné quelque chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a des règles sociales en Europe et dans le monde, qui sont les règles de l'Organisation internationale du travail. Si on les faisait respecter en disant, si vous ne respectez pas ces minima sociaux, si vous ne respectez pas la protection des travailleurs, parce que ceux qui travaillent dans l'agriculture à l'autre bout du monde et cavalent des produits chimiques toute la journée, personne n'y pense. Eh bien, on devrait faire respecter ces règles-là et on défendrait aussi comme ça notre agriculture. Patrick Bénézy, le mot de la fin très rapidement. Est-ce que quelque part, on a parlé du traité de Rome, on n'est pas complètement, vous me passerez l'expression, c'est ce qu'on dit dans le sud-ouest, cul par-dessus tête, puisqu'on est passé de la politique
politique agricole européenne avec la préférence communautaire au libre-échange mondialisé qui tue toute notre agriculture, au moins une grande partie. Vous avez 20 secondes. Oui, de toute façon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de porter comme revendication ? Des prix, de la protection, parce qu'on ne peut pas être mondialisé avec des normes complètement différentes. Et effectivement, le sujet qui est porté en France, et on souhaite que le gouvernement le porte par des mesures immédiates, mais également à moyen terme, mais également à Bruxelles, parce que la réponse, elle est aussi européenne. On n'a pas forcément intérêt au repli sur soi. Il faut également que la politique européenne change. Et je pense qu'on a des capacité à la faire changer. Si la France veut quelque chose à Bruxelles, elle peut le changer à condition qu'elle le veuille vraiment fort. Et effectivement, là où c'est important, c'est que ça bouge dans tous les pays d'Europe. Et effectivement, ça peut nous aider à faire changer cela. C'est pour ça que ça commence au niveau du gouvernement et ça peut aller jusqu'au niveau européen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. En tout cas, bien entendu, vous savez qu'on vous soutient, Patrick Bénézy, vice-président de la FNSEA et tous les agriculteurs, bien entendu, de France. Qu'on embrasse. Et on en profite pour dire qu'on sera au salon, Philippe. Ah oui, on sera au salon le 28 et le 29, mais Sud Radio, il sera toute la semaine. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On garde Quentin avec nous parce qu'on a 2-3 trucs à lui dire. D'abord, peut-être qui va gagner ou qui c'est qui l'a dit. Voilà, on ne sait pas. D'Artigol n'est pas là pour un mercredi, donc Quentin, ça augmente les chances. Vous êtes au taquet ou pas ? Oui, mais je sais que D'Artigol va encore gagner, il va envoyer un SMS. Non, pas aujourd'hui, on va le bloquer. Allez, restez avec nous, on revient dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, c'est à ce moment-là que tout se joue. Voilà, tout. Voilà, c'est le gouvernement, le machin, les trucs, il n'y a plus rien. Il y a le quiz de l'actu, il y a Quentin, il y a les vraies voix, et il y a qui perd gagne. Voilà, peut-être. Ou qui gagne perd. On verra. Dans un instant, tout de suite, c'est le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Avec Quentin qui va tout essayer, tout tenter pour récupérer, en tout cas gagner cette partie, puisque nous avons eu jusqu'ici des auditeurs qui étaient très efficaces, même si Philippe Bulger a deux belles victoires consécutives. C'est important, c'est important. Alors nous allons démarrer tout de suite avec Tom Conan, Joseph Touvenel et bien sûr Quentin, avec cette question qui c'est qui l'a dit. On démarre tout doucement avec un point. La loi immigration de Gérald Darmanin est minable, toute petite, ridicule. Quentin, c'était sur Sud Radio ce matin. Ah non, on peut donner un indice. Non, mais non. J'écoutais pas la radio, donc il était là ce matin. Au hasard, je vais dire Bardella. Non. Chenu. Bonne réponse de Philippe Bilger. Attention, ne pas favoriser une inégalité, vous. Hein. Et vous étiez en ligne, vous êtes forcément favorisé. Qui c'est qui l'a dit? Celle-là est à 2 points. La solidarité auprès de l'Ukraine est essentielle, mais ne peut pas se faire au détriment de nos agriculteurs. Quentin. Dupont-Aignan ? Non. Le maire ? Non. 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 Un chouchou. Retailleau ? Non. Un chouchou, c'était un chouchou. Non. Un chouchou des Français en ce moment. Un chouchou. Attal ? Bonne réponse, Gabriel Attal. Absolument. 2 points pour Totale spontanéité. Écoutez bien Quentin, qui c'est qui l'a dit, ça vaut 2 points. Sur le droit du sol à Mayotte, on ouvre une boîte de Pandore particulièrement dangereuse dans notre débat national. Je ne sais pas. Valls. Bonne réponse de Philippe le Bilger. mercredi, Qu'est-ce qu'il je suis en état de greffe. Bon, là, excusez-moi, vous mais y connaissez en mer ? je veux pas être négatif, mais là, il y a une olive dans le tarama. Non, mais avec vous êtes en état de graisse. Avec Tom, on n'est pas retraité, on n'a pas que ça à faire dans la journée. Alors, celle-là est à 3 points et vous pouvez recoller. Vous êtes là pour parler, hein, Oui. ça serait bien que vous la rameniez tous les deux là. Question à 3 points. Qui c'est qui l'a dit sur la participation du RN à la panthéonisation du couple Manouchian? Je pars du principe que ceux qui seront là partagent l'ensemble des messages. Il était étranger sur notre sol et pourtant un amoureux de la France. On vous aide, c'est un maire de grande ville, Quentin. Ouais. Un maire de grande ville. Oui. 3e grande ville de France. Oui, c'est ça. On part de Lyon, mais... Oui, c'est ça. Bon, alors vous avez les 3. Il a dit le maire de Lyon, c'est bien. Mais il négocie surtout. Vous avez 3 points, Quentin. Et je les mets pas à Bigère avec grand plaisir. C'est Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon. Mais...
Et d'ailleurs, je vérifie sur la feuille s'il n'y a pas des tirets qui vont dans la mauvaise colonne. Il serait capable d'en rajouter. Voilà. J'ai aucune confiance en Philippe David. Je vous ai à l'œil, Philippe David. C'est une question qui l'a dit à un point. Quentin, Frontex est une hôtesse d'accueil pour migrants. Quentin. Le ministre du Tourisme. Non. Bardella. Bonne réponse. Bardella, Tom a été plus rapide. Ah oui, je dis un seul point. Qui l'a dit? Celle-ci est à 3 points sur LFI et la Russie. Ces pseudo-pacifistes n'œuvrent pas à la paix, mais à la défaite des démocraties. C'est un député européen et tête de liste aux européennes, Quentin. Oui. Allez, Quentin. Jadot? Non. Bellamy? Non. Bardella Séjourné? Non, il est marié avec une journaliste. Oui, c'est socialiste. Glucksmann. Oui. Bravo, Glucksmann. Tom Conan, 3 points. On est sympa, Joseph, avec lui. Oui, mais parce qu'avec sa coupe aujourd'hui, on est obligé. Et Quentin, c'est pour vous. C'est une question, allez, à 2 points. Qui l'a dit? Nous ne pouvons accéder à la demande de l'Ukraine de rentrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Macron? Non. Monsieur Barbecue. Roussel. Bonne réponse de Philippe Bilger, qui a mis tout le monde sur le grill. Ouais. Et il a gagné. Vous avez 7 points. Tom 4, Quentin 3 et Fanny. Je tiens à vous signaler. Moi, j'ai toujours été cancre, donc. Que c'est la première fois depuis qu'on le qui c'est qui l'a dit existe que 3 victoires consécutives de Philippe Bilger. Je vais devenir vaniteux. Voilà, c'est ça. Il va falloir faire un contrôle antidopage ou anticorruption. C'est les deux. Non, mais j'aime bien le mercredi. Quentin, on vous remercie d'avoir fait semblant de ne pas savoir. C'est gentil. Oui, non, mais je fais tout pour Philippe Bilger. J'ai un compagnon de bureau qui s'appelle Ameline et qui m'a dit qu'il était très sensible à la victoire sur ce jeu. Ouais. C'est ça. Non, ce jeu est très bien parce qu'on voit toute la différence entre celui qui réfléchit avant de parler et celui qui parle avant de réfléchir. Voilà, c'est ça. Et moi, je demande quand même que Philippe Bilger souffle dans le ballon. Oui, écoutez, on va le faire. Malheureusement, j'ai pas bu une goutte. Oui, non, malheureusement. En tout cas, Quentin, merci beaucoup. Vous restez avec nous. On vous quitte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au contraire, dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix. Et avec Philippe Bilger, on parle de quoi? Attal contredit Emmanuel Macron. Allez, Joseph Touvenel. On évoquera le Mont Valérien. Ok, et Tom Conan. Et Tinder, l'application qui est attaquée en justice aux États-Unis. Ouh, dites donc là, ça va chialer. Allez, ça va être un peu cochon. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec Philippe David et moi pour nous accompagner, forcément Philippe Bilger, Joseph Touvenel et puis Tom Conan et vous au 0826 300 300 et Félix Mathieu qui arrive et qui va nous envoyer. On part où? Vous avez la parole dans quelques instants. À Toulouse, dans un instant. Toulouse où la première usine européenne de paracétamol va ouvrir l'année prochaine et c'est plutôt une bonne nouvelle évidemment pour notre souveraineté en matière de médicaments. Et on se plaint de la baisse de la natalité, des aberrations administratives et je dois dire que ce qui arrive à la maire écologiste de Poitiers, Léonore Monconduit, est emblématique du cumul des deux. Ainsi donc, Léonore Monconduit attend un heureux événement. Une bonne nouvelle dont tout le monde normalement constitué se félicite, sauf peut-être les futurs parents, puisque prenant un congé de maternité de 8 semaines, elle recevra la somme mirobolante de 0 €. Pourquoi? Parce que la loi ne prévoit aucun mécanisme pour compenser les pertes de revenus des maires et élus engagés à temps plein dans leur mandat. Comme si on pouvait imaginer qu'une élue ne puisse pas avoir un enfant. On peut mettre élu au masculin puisqu'il y a maintenant des congés paternité. Inutile de dire qu'il est déjà difficile de trouver des candidats aux élections et qu'en voyant ce type d'incurie, ça ne va pas inciter des jeunes en âge de procréer à sauter le pas. Le mois prochain, le Sénat va se pencher sur une loi visant à créer un statut de l'élu local, statut qui n'existe toujours pas, malgré le fait que la France déborde de normes et de réglementations dans tous les sens. Nos agriculteurs et nos entrepreneurs peuvent en témoigner. Alors dans un pays qui manque tant d'enfants et de candidats aux élections, on espère que la maternité et la paternité ne seront pas oubliées par les sénateurs. Philippe Bilger. J'aime beaucoup votre point de vue, Philippe, parce que c'est une indignation qui a du sens. Et elle vise le futur et probablement cette absurdité va être réparée. Tom ? Bon, moi, juste, faire des enfants dans la période actuelle est compliqué. Moi, je pense que les politiques familiales, fussent-elles efficaces ou de bonne volonté, ne pourront pas modifier en fait l'état d'esprit qui est vraiment en train de changer dans une grande partie de la jeunesse entre guillemets ou des personnes en âge de procréer, comme vous dites, parce qu'effectivement, on n'arrive plus à se projeter. Et c'est ça, c'est la vraie cause du frein, si j'ose dire.
Alors la raison, c'est sans doute que l'élu local touche un salaire, touche pas un salaire, touche une indemnité. Mais ça justifie pas qu'on n'ait pas prévu le cas. Mais surtout, ce qu'il y a de terrifiant, c'est que même si elle est en arrêt maternité, elle reste, en tant que premier magistrat de la ville, responsable civilement. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, qu'un but s'écroule sur quelqu'un et blesse un joueur, elle est responsable, même si elle touche pas son indemnité. Et la question, je ne sais pas ce qui se passe en cas de maladie. Oui. Vaste programme. C'est pareil, je pense. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Tout de suite, vous avez la parole avec Félix Mathieu. On va à Toulouse avec une bonne nouvelle. Vous vous souvenez qu'on a beaucoup parlé du manque de souveraineté française et européenne au moment de la crise sanitaire sur la production de médicaments. Eh bien, une usine de paracétamol va ouvrir dès l'année prochaine à Toulouse. Bonsoir, Jean Boé. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Président d'Ipsophène, le groupe qui va donc ouvrir cette usine au sud de Toulouse, vers le site de l'Oncopole. L'usine qui ouvre début 2025, mais le paracétamol made in Toulouse pourrait être disponible plutôt vers la fin de l'année, c'est ça ? Oui, le temps d'obtenir, le temps de lancement de production et d'obtenir les certificats européens de pharmacopée permettant la commercialisation, oui, il faut compter ça. 2025. C'est un gros investissement de relocaliser la production de paracétamol en France, à Toulouse en l'occurrence. Oui, c'est un gros investissement humain et financier, oui. Avec combien de salariés d'ailleurs pour la faire tourner, cette future usine ? Il y aura entre 35 et 40 salariés, on est encore en train d'affiner, qui seront recrutés dès le démarrage, quel que soit le niveau de production, puisque c'est un processus en continu et qui va nécessiter d'avoir toute l'équipe disponible dès le départ. Donc fin 2024. Nous aurons toute l'équipe disponible. On imagine fournir combien aujourd'hui de ce médicament en France ? Est-ce qu'on peut couvrir les besoins français avec cette usine ? D'abord, nous n'allons pas faire le médicament, nous allons faire le principe actif du paracétamol, c'est-à-dire la matière première qui sert après à des laboratoires tels qu'UPSA ou d'autres pour faire leur recette, que ce soit du paracétamol pur ou dit pur ou d'autres mélanges que l'on peut avoir. Donc nous, ce n'est que le principe actif. Nous allons produire quand on sera en plein régime, c'est-à-dire pas dès le départ. On va produire grosso modo 3400 tonnes du principe actif, et ça, sachant que l'on consomme un peu plus de 8000 tonnes aujourd'hui en France de principe actif et presque 50 000 tonnes en Europe, je pense. Doit être à peu près. C'est énorme. C'est incroyable. Tout de même qu'on soit obligé de s'enthousiasmer pour votre très belle initiative montre dans quel état la France était avant, tout de même. Je vous l'accorde. Petite question, est-ce que ça a été compliqué ? La mise en place de cette usine ? C'est compliqué, c'est toujours compliqué, mais je dois dire que c'est compliqué parce que c'est une première mondiale que nous sommes en train de faire. C'est un processus très très innovant, ce qui permet d'expliquer pourquoi nous arriverons à relocaliser une production en Europe, parce qu'il y a un processus innovant qui nous permet de diminuer les coûts et surtout d'avoir un processus avec très peu de déchets industriels, dont moins de coûts de traitement. C'est vraiment éco-responsable, mais en même temps c'est toute une équipe avec l'inventrice du procédé et toute l'équipe qui l'encadrons et qui l'accompagnons. Nous souhaitions que ce soit un projet français. Voilà, on le fait en France pour la France parce que nous sommes des entrepreneurs, nous avons de nombreuses années d'entrepreneuriat derrière nous et nous souhaitons participer à ce grand défi de la réindustrialisation qui apporte de la valeur économique mais aussi sociale. C'est impressionnant parce qu'avec les chiffres que vous avez avancés, vous dites finalement qu'à terme, donc il y aura plus d'un tiers, entre un tiers et la moitié, si je me souviens bien de vos chiffres, des besoins donc de ce principe actif des Français qui seront couverts potentiellement par votre production. Donc c'est quand même des chiffres qui sont colossaux. Oui. Ça, on pourrait 40% de la consommation française, mais même, attention, en fait, je pense que tous les laboratoires que nous avons déjà rencontrés, on a rencontré un certain nombre en Europe et en France, sont intéressés vraiment par l'achat de notre principe actif, parce que produit localement, donc pas de risque de rupture de production en cas de crise mondiale telle qu'on a pu le connaître, parce qu'aussi, ce sera un processus vraiment éco-responsable, et j'insiste là-dessus, avec aucun déchet ultime, ou quasiment aucun déchet ultime,
Et donc, ça permettra aussi on veut faire du vert, on veut faire du vrai green et pas du greenwashing. On veut vraiment avoir des comportements éco-responsables. Nous proposons à ces laboratoires de participer à ce comportement et à cette démarche, et ça les intéresse vraiment. Merci. Donc, ils achètent une partie de leurs besoins. C'est super. Hein. Merci. C'est une belle fierté française. Merci beaucoup. Merci Jean Boé. Merci Jean Boé. Président d'Ipsophène qui va développer cette usine toulousaine. Et même le nom de l'entreprise est un nom de médicament, je trouve. Oui. Hein, Attendez, j'ai un acouphène. Vous restez avec nous dans un instant. Que le paracétamol soit fait dans la vie, oui, la 11e division parachutiste, c'est un peu logique. C'est l'ancien para qui parle. Le tour de l'actu de nos vraies voix avec Philippe David. Philippe Bilger, on parle de quoi? Macron et Gabriel Attal, peut-être une dissidente. Ah, peut-être. Avec vous, Joseph Touvenel, on parle de quoi? Et nous parlerons du Mont Valérien. Et avec Tom Conan. L'application Tinder qui se fait attaquer en justice aux États-Unis. On a hâte de vous écouter. Allez, 0826 300 300, à tout de suite. Merci Félix Mathieu. Très bon Avec choix. plaisir. Bravo. Ah les amis, les off des vraies voix, c'est un grand moment de solitude parfois, vraiment. Hein. Merci Philippe David. Non, c'est Philippe Bilger qui fait des calembours. Et en plus il balance. J'ai été nul. C'est dingue d'être comme ça. Allez, soyez les bienvenus avec Philippe Bilger, bien entendu, Tom Conan et Joseph Touvenet. Tout de suite, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table De l'actualité. Et Philippe Bilger, vous voyez une possible divergence au sein des deux têtes de l'exécutif? Oui, possible. D'ailleurs, c'était par prudence, comme on me reproche parfois d'avoir une dilection excessive pour Gabriel Attal. J'ai voulu prendre mes précautions. Mais en réalité, il est intéressant de voir que sur l'arc républicain, ils sont en désaccord. Et Gabriel Attal, en proposant à Marine Le Pen de dialoguer avec elle, probablement le fait de sa propre initiative, mais contredit d'une certaine manière Emmanuel Macron. Comment peut-on vouloir dialoguer politiquement avec quelqu'un dont le chef de l'État a dit que, en réalité, elle était hors de l'arc républicain? Certes, il pourra changer d'avis demain ou après-demain, mais il n'empêche que je suis très intéressé par cette petite pierre de dissidence qui ne rapièce pas l'estime que j'ai pour le Premier ministre. Faut-il apporter beaucoup d'importance à l'empire des mots? Parce que l'arc républicain, c'est un mot, il l'emploie un jour, il l'emploie le lendemain, c'était les filles qui étaient en dehors, etc. Moi, je trouve que c'est de la politique aérie et que la France est dans un tel état qu'il ferait mieux de passer aux choses sérieuses plutôt que de faire de la com. Petite réponse de Marine Le Pen qui vient de tomber à l'encontre d'Emmanuel Macron, qui dit son propos est en contradiction avec son rôle qui est d'unir la nation. Après, en tout cas, c'est le dernier des arguments. Je sais pas si c'est de la com, il y a un peu plus que ça derrière. Il y a des convictions, sans doute des valeurs, etc. Mais en effet, dans le jeu politique actuel, faut arrêter d'utiliser cette arme-là. Faut aller directement dans le fond du sujet, parce que sinon, je crois que vraiment on perd les gens. Parce que on peut pas utiliser en permanence cet argument-là. Ça va de temps en temps dans des cas extrêmes où là, effectivement, faut recadrer les choses dans l'arc, peut-être, en effet, dans l'arc du bien. Mais voilà, c'est souvent superfétatoire et ça affaiblit vraiment la pensée. L'arc du bien, ce que vous dites, ça fait vraiment un peu le camp du bien, excusez-moi. Non, mais je dis ça avec tous les guillemets que ça suppose, mais voilà, c'est très problématique à un moment donné de se concentrer là-dessus. Voilà, faut rentrer dans le fond du sujet. Les gens ont suffisamment d'arguments de part et d'autre pour se quereller sur des vraies questions. Vous ne vouliez pas dire, Tom, que vous vous assimiliez au camp du bien? Ah non, moi je suis ni dans le camp du bien, moi je suis dans le camp de la neutralité et de l'objectivité, donc je plaisante. On n'est jamais neutre, hein. Mais moi j'avais un prof qui me disait la neutralité axiologique n'existe pas. Vous savez, en sciences sociales, il y a toujours une distance. En revanche, on dit il faut avoir une certaine distance par rapport aux faits, etc. Mais la neutralité n'existe pas, en effet. Mais le bien et le mal existent. Oui. Voilà, avec un petit B et un petit M, oui. Ça devient sacrément philosophique, les avec des zones qui peuvent être de haut niveau. Il y a le bien et il y a le mal.
Il y avait déjà une agrégée de philosophie tout à l'heure avec Muriel Réus. Oui. Absolument. Tom. Oui, sans transition. Bon. Oui, c'est intéressant en fait, une plainte qui va être déposée aux États-Unis contre Tinder. Oui, alors vous savez, c'était à Saint-Valentin il n'y a pas très longtemps. Oui. Certains ont versé leurs larmes parce qu'ils n'avaient pas de Valentin, de Valentine. Et effectivement, d'autres étaient très heureux, au contraire. Oui, tous étaient très heureux, mais donc à cette occasion, le jour même de la Saint-Valentin, donc il y a une plainte qui a été déposée, une plainte en bonne et due forme, un recours collectif contre Tinder, alors plus exactement contre Match, qui est le groupe qui chapeaute plusieurs applications, notamment OkCupid et Tinder. OkCupid, ouais, c'est une autre application. Ouais. Ah bah d'accord, je suis complètement larguée, moi. Faut que je me remette sur le machin de l'amour. Quand il n'y a plus personne, quand on a swipé trop de fois sur Tinder, après on peut aller sur OkCupid pour trouver un vivier plus important éventuellement. Ne parlez pas trop vite, mon cher Tom, que je retienne les mots. C'est vrai. Je vous enverrai la liste pour vous inscrire. Il a dit le mot sweeper. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire tourner avec les doigts, de façon qui est le principe de Tinder. Prendre son portable et tourner comme ça. Autour du portable. Voilà, ce qui permet effectivement de passer à un autre profil quand celui sur lequel on est tombé nous plaisait pas. Vous énumériez, mais par le doigt, les photos. Et justement, alors c'est précisément là qu'est le problème, parce que justement ce recours collectif, finalement, il accuse Tinder de deux choses en particulier. Premièrement, l'addiction. Et deuxièmement, le fait de finalement de pas être efficace, de pas satisfaire l'objectif qui est pourtant affiché, celui de pouvoir permettre à quiconque de trouver l'amour. Mais la question de l'addiction est vraiment première, parce que ce qui explique précisément les plaignants, c'est que Match, donc encore une fois qui est le groupe auquel appartient Tinder, conçoit intentionnellement, je cite, des plateformes avec des fonctionnalités addictives et semblables à celles d'un jeu. Et effectivement, pour ceux qui ont déjà utilisé ce genre d'application, c'est pas uniquement le cas de Tinder évidemment, c'est le cas de toutes les applis de rencontres, effectivement elles ont cette particularité de vous forcer à revenir un petit peu comme les réseaux sociaux d'une certaine façon pour regarder si vous n'avez pas des nouveaux messages, des nouveaux des notifications, des likes, etc. Si vous n'auriez pas loupé quelqu'un. Exactement. Mais en réalité derrière, est-ce que c'est l'application qu'on fait vivre avec derrière des publicités qui sont vendues, des utilisateurs, etc. et des boîtes qui sont évidemment valorisées, c'est jamais des organisations caritatives, c'est toujours des entreprises ultra capitalisées derrière. Est-ce que finalement ça remplit son objectif? Est-ce que ça remplit sa mission? Voire même, est-ce que c'est vraiment l'objectif de l'application? On peut se poser la question. Est-ce que le but des applications de rencontre est de vous faire rester dessus, voire même de jamais vous faire trouver l'amour parce qu'il y a de la publicité derrière à vendre et les abonnements à vendre, ou est-ce que c'est de vous faire dégager, si j'ose dire, de la plateforme pour que vous puissiez vraiment passer la Saint-Valentin avec quelqu'un d'autre que vous-même? Donc voilà, c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui, et vu effectivement le fait qu'aujourd'hui, quels que soient les âges, quelles que soient les générations, souvent on trouve effectivement sa moitié, comme on dit, sur les applications, c'est une question qui se pose sérieusement. Mais comment peut-on reprocher, Joseph, à une application, sérieusement là pour une fois, de ne pas vous faire rencontrer l'amour, alors que précisément, ensuite, il va s'agir d'un choix, d'une subjectivité qu'on va pouvoir vouloir ou non. C'est vrai, mais après je dirais que la question c'est est-ce que vraiment il y a une intention sérieuse? Est-ce que par exemple c'est une obligation de moyens, une obligation de résultat? Évidemment, il n'y a pas d'obligation de résultat pour Tinder. On peut toujours évidemment considérer ensuite qu'on est pas trop difficile et que donc c'est difficile de trouver en effet son autre. Mais est-ce que l'application est vraiment designée? Est-ce qu'elle est faite pour vous faire atteindre l'objectif? C'est ça la question. C'est quand même un monde assez étrange. On se pose la question de savoir si une application commerciale n'est pas une œuvre de bienfaisance. Non, c'est pas une œuvre de bienfaisance. C'est fait. Ceux qui le font, l'ont fait pour gagner du pognon. Ils utilisent, ils pourraient vendre autre chose. Ils utilisent le fait qu'on ait envie de faire des rencontres. Et il y a aussi une responsabilité personnelle de ceux qui vont dessus. Mais la question est de savoir, est-ce qu'elle n'est pas trompeuse? Parce que je me dis les mêmes votes quand même. Mais entre nous, quand vous dites trouver l'amour, c'est trouver l'amour 1 heure, 2 jours, 6 jours, 10 ans en fait. C'est tout le problème. Il n'y a pas de durée dans trouver l'amour. Effectivement, mon opinion personnelle, je pense qu'effectivement ces gens sont quand même de mauvaise foi, parce qu'en réalité le vrai problème c'est le changement culturel, on pourrait dire, qui s'est développé. Alors évidemment aussi avec ces applications, c'est vrai qu'elles ont un peu poussé aussi le bouchon, si j'ose dire. Et le vrai problème c'est qu'aujourd'hui les gens recherchent pas forcément les engagements longs, donc on est déçu parce que la société entre guillemets ne permet plus ce genre de désir. Une appli spécifique pour Philippe David. Je vais l'inscrire, je vous le dis.
Je cherche juste le bon pseudo, parce que c'est tout est important dans le pseudo. C'est pas le dodu, moi. Ou Philippe Col-Roulé, Col-Roulé 75, un truc comme ça. 92 peut-être. Col-Roulé 75. Ça me rappelle quand je faisais de la CB en voiture. Mon Dieu. Je précise que Philippe porte vraiment un col roulé. À part des routiers, qui ça peut intéresser, col roulé 75? Je sais sur la CB. Franchement, non, il y a peut-être un peu plus glamour. On va réfléchir. Si vous avez des idées, appelez-nous au 0826 300 ou laissez-nous des messages sur Twitter. Non mais je vais faire une votation. Moi aussi. Je pense que col roulé 75, c'est le surnom de notre ministre de l'économie. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps. C'est vrai. Oui. Ça a fonctionné. Il a trouvé l'amour avec le gouvernement. Il est toujours là. Baissez le chauffage et mettez un col roulé. Il faudrait créer les deux, paire Dodu 75 et col roulé, pour voir lequel a le plus de match. Allez, dans un instant, Joseph Touvenel, vous reviendrez sur l'hommage à Missak Manouchian. On en parle dans un instant. À tout de suite. Nous sommes très heureux de vous accueillir avec Philippe David, alias Col Roulé 75. J'ai reçu beaucoup de réactions, notamment quelqu'un qu'on connaît bien du groupe Fiducial, de ma sœur, qu'on embrasse. Et les noms que vous proposez sont indécents, sachez-le, on ne peut pas laisser faire ça. Le tour de table de l'actu, c'était il y a quelques instants, et avec vous, Joseph Touvenel, c'est un hommage que vous voulez rendre. Oui, je vais reprendre l'expression de Tom il y a quelques minutes sur l'arc du bien. Il y a la cérémonie, à juste titre, pour honorer Manouchian et tout son groupe. Et j'ai vu ces derniers jours l'espèce de récupération politique. Je pense qu'à une époque où certains ont dû remarquer qu'il y avait une reprise de l'antisémitisme, que tous ceux qui luttent peuvent rendre hommage à tous ceux qui ont lutté. Et c'est beaucoup plus vaste qu'on nous le dit. D'ailleurs, Manouchian, on nous dit communiste, soit, mais catholique aussi. Je ne sais pas si vous savez qu'avant d'être fusillé au Mont-Valérien, il a demandé à un prêtre, le prêtre qui s'occupait des prisonniers, un prêtre allemand, qui a fait énormément, l'abbé Stock, Franz Stock, qui suivait tous les prisonniers dans les prisons parisiennes. Il lui a demandé les derniers sacrements et il lui a demandé que cet abbé lui donne la communion. Vous voyez que les choses sont plus complexes. Le Mont-Valérien, on peut penser au premier officier français qui a été fusillé au Mont-Valérien, capitaine de corvette, Honoré d'Estienne-d'Orve. Je ne sais pas s'il était dans l'arc républicain parce qu'il était monarchiste. Oui. Et pourtant, ça a été le premier héros venant de la France libre, fusillé au Mont-Valérien. Et on pourrait faire la liste comme ça. Je pourrais citer aussi des syndicalistes comme ceux de la CFTC. Je pense à Armand qui a été fusillé au mois de mai en chantant un chant scout. Et je pense que ce que l'on doit faire, d'abord, aller au Mont-Valérien si vous en avez l'occasion. Vous verrez en montant sur le mont des croix blanches, parce que avant vous avez un cimetière américain, donc on peut penser aussi à tous ces jeunes, tous ces djihadistes qui sont tombés, et à tous ceux qui sont tombés, pour reprendre les belles paroles d'Aragon, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Et d'ailleurs, quand il disait ceux qui croyaient au ciel, il pensait au capitaine de corvette d'Estienne-d'Orve. Philippe Billiger. C'est très juste ce que vous dites, Joseph, et moi j'ai été frappé par le fait qu'en lisant un entretien formidable avec Stéphane Courtois ce matin, on avait une image exacte de ce qu'était la résistance communiste, le couple Manouchian, et que on a également occulté non pas seulement les catholiques de droite, mais qu'on a occulté dans cette résistance beaucoup de juifs. Et on n'a parlé que du couple Manouchian sans qu'il y soit pour quelque chose, alors qu'il y avait beaucoup de juifs dans ce mouvement de résistance. Absolument. Non, mais c'est effectivement intéressant de rappeler la complexité effectivement des personnages qu'on oublie parfois, et en effet aujourd'hui on a tellement tendance à mettre les gens et les personnages dans des catégories justement qui sont assez étanches qu'on a du mal à aller un peu au-delà. Je trouve que c'était très très utile comme mot. En tout cas, comme tour de table. Y compris, surtout. Je le redis, parce que ce prêtre allemand prenait des risques pour les prisonniers, notamment en prison de Fresnes. Les messages des prisonniers, il les transmettait aux familles, même s'il n'en avait pas le droit. Donc il a risqué, voilà, et il était allemand. Et je le sais de source sûre, puisque mon père était interné à Fresnes.
Merci Joseph Touvenel. Merci en tout cas pour ce effectivement bel hommage et beau témoignage. Dans un instant, la délinquance en hausse dans les villes moyennes et petites selon un bilan de la sécurité publique, Philippe. Oui, alors d'un chiffre qui sont mauvais pour les villes petites et moyennes, est-ce que ces chiffres vous surprennent? Est-ce que depuis des années, une grande partie de la classe politique n'a pas jeté un voile pudique sur la délinquance en disant par exemple que c'était juste un fantasme? Est-ce que vous pensez que les politiques vont avoir le courage de prendre le problème à bras-le-corps? Explosion de la délinquance dans les villes moyennes, l'insécurité gangrène-t-elle maintenant la France rurale? Vous dites oui à 95%. Vous vivez en France rurale, vous avez pu le constater ou pas? Appelez-nous au 0826 300 300. Et pour en parler, Jean-Christophe Couvier est avec nous, un secrétaire national d'unité SGP Police Force Ouvrière. Bonsoir, merci d'être avec nous. Les communes rurales aujourd'hui ont-elles les moyens de se défendre? Bonjour. Oui, alors elles ont les moyens, oui et non, j'allais dire, parce qu'en fait, tout va dépendre du régalien. Il faut, encore une fois, c'est un gros mot dans certaines bouches de politique. Le régalien, c'est le droit à tout citoyen d'avoir la même chance, notamment sur la sécurité. Or, aujourd'hui, on a des villes moyennes qui misent aussi sur la police municipale. Et donc, en fonction que la ville est riche ou pas, vous aurez beaucoup de policiers municipaux ou pas du tout. Et donc, c'est un peu ça le pacte social de Rousseau, c'est-à-dire que en échange de votre citoyenneté, on vous doit quand même la sécurité. Et aujourd'hui, force est de constater qu'elle n'y est pas. Allez, on en parle dans un instant. 0826 300 300, vous voulez participer au débat, vous êtes les bienvenus. Vous vous demandez qui était avec nous aujourd'hui dans Les Vraies Voix. On vous le répète, parce qu'on l'a déjà dit pas mal. Philippe Bilger, ça c'est logique. Tom Conan, auteur de Pollution, publié chez Albin Michel. Vous êtes heureux, Tom Conan? En général? Avec nous? Ah, avec vous, oui. En général, quand vous êtes sorti d'ici, ça nous est totalement égal. C'est vrai, je me sens aimé tout à coup. Oui, c'est fou. Il n'a pas besoin d'aller sur Tinder. Non, lui, il faut toujours mettre à la fin lui. Joseph Touvenel. Suivez mon regard. Voilà. Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social. C'est pas vous que je regardais, Joseph. Bien évidemment, c'est le bonheur d'être avec vous. Quoique, s'il y avait un steak frites avec un coup de rouge, ce serait encore mieux. Qu'est-ce qui parle bien? Oui. À 18h39, ok. Ah oui, allez, pas de problème. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. On voit bien aujourd'hui que la délinquance, elle touche les grandes métropoles, les villes moyennes et les petites villes. La délinquance est plus réservée aux grandes villes. Si on a un phénomène qui se diffuse dans les villes moyennes, ça veut dire que très très clairement, soit on a une généralisation, soit on a une mutation de la violence. Des règlements de compte, il y en a toujours eu, mais c'est l'intensification et c'est la violence qui passe immédiatement aux armes. On peut parler d'une sous-estimation par l'État. Les villes moyennes ont moins de capacité et ont moins d'aide de l'État pour régler ces problèmes-là. Et contrairement donc aux idées reçues, les violences ne se limitent pas aux grandes métropoles. Les statistiques de la sécurité publique révèlent une augmentation de 7% des incidents tels que la torture, les actes de barbarie, les agressions ou encore les menaces des petites et moyennes communes au cours de l'année écoulée. Ce qui indique aussi que le Loir-et-Cher se distingue par l'escalade de violence avec une hausse de 40% l'an dernier, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que ces chiffres vous surprennent? Est-ce qu'on est enfin en train d'ouvrir les yeux sur le drame de la délinquance qui ne touche pas que les banlieues et les grandes villes mais également les zones rurales? Est-ce que vous pensez que les politiques ont le courage de prendre les choses à bras-le-corps? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Et à cette question, explosion de la délinquance dans les villes moyennes, l'insécurité gangrène-t-elle maintenant la France rurale? Vous dites oui à 95%, on attend vos témoignages. Et Jean-Christophe Couvier est avec nous, un secrétaire national d'unité SGP Police Force Ouvrière. Merci d'être avec nous. Philippe Bilger, on entend régulièrement cette phrase de dire oui, c'était comme ça déjà avant. Heureusement, je le dis en plaisantant, qu'Alain Boer n'est pas là, sinon il arriverait à me démontrer que l'augmentation des statistiques négatives montre que l'insécurité diminue. Mais ça, c'est un autre... plus sérieusement, il n'y avait malheureusement aucune raison pour que l'insécurité contre laquelle on ne se bat pas assez, et je parle aussi bien de la police, de la gendarmerie, que de la justice, et bien sûr du pouvoir présidentiel, n'atteignent pas des villes moyennes, des petites villes. Deuxième élément, c'est mon obsession, même avec un État très fortement régalien, on n'arrivera jamais à éradiquer
totalement les malfaisances personnelles. Il y a malheureusement dans notre société, à la campagne comme dans les grandes villes, des êtres pour lesquels la violence est le seul langage possible. Et donc, ça veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Comme le disait notre ami Jean-Christophe, il faut que les villes, d'une certaine manière, soient mises à égalité pour que chacune ait les moyens de lutter contre une insécurité qui est partout maintenant. Non, mais il est indéniable que ça a progressé. Moi, je rappelle, il n'y a pas si longtemps, dans l'Aveyron, où les portes étaient ouvertes, les clés de contact sur la voiture, et voilà. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et il y avait un article dans le journal Centre Presse quand il y avait un vol de mobilette. On n'en est plus là. Hein. Et puis en zone rurale, il y a aussi il y a la violence, mais il y a aussi les biens des agriculteurs de plus en plus. On leur matériel qui est volé la nuit, voire les animaux. Oui, les vaches, enfin les taureaux. Et donc il y a des phénomènes locaux, il y a des phénomènes de bandes qui viennent notamment d'Europe de l'Est, organisées et qui dépouillent en une nuit ce qu'ont fait les agriculteurs en une vie. Ouais, alors moi je suis plutôt un expert de ces questions, hein, mais en tout cas dans ce que j'observe, je vois aussi que le terreau de la violence il est quand même assez fertile aussi. La société elle est quand même très dure. Même quand on discute avec des gens d'autres générations, on le constate ça. Sur le plan économique, social, sur le plan même indépendamment de ça, par exemple des types de contrats de travail que les gens ont. Les gens restent beaucoup moins longtemps dans une même entreprise par exemple. C'est vrai aussi dans la vie familiale. Hein, les gens ont aussi des relations. On n'a pas été à l'heure de relations amoureuses. Ils ont des relations familiales, des relations maritales qui peuvent durer moins longtemps également. Donc les gens sont après un peu disséminés, les sociétés, les familles se fracturent, les gens vivent seuls de plus en plus aussi, hein, vous le savez. Donc en fait, toutes ces questions-là, il me semble quand même nourrissent, en tout cas pas forcément la violence en elle-même, en tout cas nourrissent une société extrêmement difficile à affronter. Alors Jean-Christophe Couy. En fait, les citoyens aujourd'hui ont une grosse exigence aussi sur la sécurité, c'est normal, donc il y a des grandes attentes, et c'est toute la différence souvent entre les attentes qu'on attend du pouvoir, d'un gouvernement, et de ce qu'on est capable de donner. Et plus ça va, et plus ce gap, cette différence se creuse. Après, ce que nous on remarque en ce moment, c'est les homicides et les tentatives d'homicide qui explosent. L'année dernière, il y a eu 1010 homicides, mais il y avait 4 tentatives d'homicide pour un homicide réalisé. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu 4000 tentatives d'homicide. Et en fait, ça explose et on revient dans les chiffres à peu près des années 70. Où c'était pareil, on a eu une séquence très violente dans la société. Après, effectivement, on arrive aujourd'hui à sauver plus de gens aussi parce que la médecine a fait beaucoup de progrès. Oui. Donc en fait, là où avant on aurait eu énormément d'homicides, aujourd'hui, ça se transforme en tentative d'homicide parce que la personne n'est pas décédée. N'empêche qu'on voit cette montée de la violence. Là, j'étais en contact avec mes collègues de Périgueux. Moi, je suis originaire de Périgueux. J'ai connu Périgueux. J'ai été élevé là-bas. Là, par exemple, vendredi, il y a un petit règlement de compte. Donc, il y a un gamin de 21 ans qui en a tué un autre de 22 ans pour une dette de stup de 20 €. Votre vie, elle tient maintenant pour 20 €. Donc, il a pris des coups de couteau. Il est mort. Il est décédé. Donc, en fait, c'est 2 vies gâchées et des familles autant gâchées. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a une jeunesse qui est désinhibée dans la violence, qui a un environnement très violent. Et en fait, il y a plus, effectivement, ça vient aussi du tissu familial, de ce qu'on appelle la racine éducative, qui est complètement délitée, et on se rend compte que ces gamins-là sont livrés à eux-mêmes et n'ont pas d'autre dialogue et que de la violence. Ils règlent tout par la violence et les poings et les couteaux. Est-ce que les réseaux sociaux sont responsables aussi de ça, le mimétisme? Pour moi, les réseaux sociaux, c'est un des vecteurs, parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous prenez les jeunes prennent les informations sur les réseaux sociaux, style TikTok, etc. Et en fait, il n'y a pas de contradicteur. Donc, on vous sort une vérité, vous scrollez, c'est-à-dire vous passez d'une information à une autre, vous consommez de l'information, mais vous ne vous formez pas. Et c'est ça et on voit ça aussi d'ailleurs dans l'école, on donne de l'information, mais plus de formation. Et on a besoin de la formation, et on a besoin justement à ces gamins de leur expliquer les choses. Et aujourd'hui, en fait, on consomme. Donc on consomme des images violentes. Effectivement, il y a l'informatique fait qu'elle vous ramène toujours sur les mêmes images, parce qu'une fois que vous restez quelques secondes sur une thématique, eh bien après, l'algorithme va vous ramener tout le temps. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on tombe dans la délinquance, c'est comme ça qu'on tombe aussi dans la radicalisation dans une religion, et vous n'avez qu'une vérité, c'est celle de l'écran. Vous voulez témoigner sur la montée de l'insécurité en zone rurale? Aude attend vos appels au 0826 300 300. L'exemple que vous avez donné est révélateur, mais je lui donnerai un autre sens. Quand on voit un meurtre pour 20 €, ça veut dire qu'en réalité, le grand changement depuis des années, moi je l'avais vu modestement en tant qu'avocat général, c'est le fait qu'à une certaine
certaine époque, et je ne la loue pas, cette criminalité-là, eh bien, elle était d'une certaine manière rationnelle tout de même. C'est-à-dire qu'elle commettait le pire avec des finalités qu'on pouvait comprendre. On voulait voler, on voulait faire un braquage, que sais-je encore, avoir une vie plus facile. Aujourd'hui, c'est complètement déconnecté à cause d'une passion de la violence qui remplace le langage, de la finalité que 20 €, ça n'est même plus envisagé. Je veux dire, c'est le désir de s'en prendre à l'autre, quel que soit le butin. Et il me semble aussi quand même que voilà, c'est la violence, c'est vrai, mais encore une fois sur les causes, il me semble qu'il y a aussi une question qui est la frustration. Il y a une espèce de haine parfois effectivement qu'on peut percevoir dans plusieurs groupes, parce qu'il y a une frustration qui est à la racine de tout ça, il me semble. Et les réseaux sociaux, alors, sont pas vraiment une caisse de résonance de la haine en tant que telle, mais en réalité aujourd'hui tout se sait. On connaît par exemple le train de vie extrêmement précis des classes dominantes, des milliardaires, de qui voulait. Il y a des émissions de télévision qui étalent comme ça le patrimoine des gens et tout le monde s'extasie là-dedans. Mais en réalité, ça développe quand même des ressentiments, des frustrations, voire des jalousies. Oui. Parfois, elles sont parfaitement infondées. Parfois, elles peuvent l'être éventuellement quand on a le sentiment d'être exclu, de pas être suffisamment aidé, en tout cas de pas avoir les mêmes chances que son voisin, même si ce voisin peut être extrêmement lointain. Et tout ça, j'ai l'impression, effectivement, fait bouillir un petit peu les gens et dans certaines situations peut les pousser au pire. Est-ce que ce glissement des grandes villes, avant c'était propre aux grandes villes et aux banlieues des grandes villes, aujourd'hui on part en ruralité, est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de bleu finalement dans les grandes villes et de plus de présence policière et donc du coup on va au plus facile? En fait c'est une combinaison de plusieurs facteurs, c'est-à-dire que dans les grandes villes il y a aussi de la vidéoprotection maintenant, et donc les enquêtes, les gens sont plus facilement identifiés, les enquêtes sont mieux menées parce qu'on a des preuves, et donc ça aussi la délinquance s'adapte, et quand on est mieux protégé aussi, il y a plus effectivement de moyens policiers parce qu'on a mis quand même le paquet sur quand même des grosses villes, et en fait on a délaissé les petites agglomérations, les moyennes villes. On a des commissariats, nous, les collègues nous disent, la nuit, par exemple, tiens, je prends Angoulême, il y a quelque temps, les collègues disaient, on a une voiture de patrouille et une BAC jusqu'à 2h du matin, et après on se retrouve à les maximum à 2 voitures de patrouille pour une agglomération de plus de 100 000 habitants. Enfin, je veux dire, à un moment donné, et d'ailleurs, quand il y a des bagarres de discothèque à la fin sur les parkings, les collègues nous disent, c'est ce qu'on craint le plus, parce que là, on est seul, et quand on doit appeler des renforts, ça doit arrier de Bordeaux. Voilà. Et donc, Bordeaux-Angoulême, c'est pas à côté. Donc voilà, en fait, on se trouve dans cette problématique-là d'effectifs. On a mis, pour des raisons politiques et puis stratégiques, des effectifs plutôt sur des grosses agglomérations. Et en fait, on a délaissé complètement les villes moyennes. Et aujourd'hui, la délinquance s'adapte. Et la délinquance, elle va là où il y a moins de bleu. Et elle va là aussi où le marché s'étend, parce qu'elle a touché, notamment pour les stupes, un plafond de verre. À un moment donné, faut prendre ça comme une entreprise. Vous avez vos clients, vous pouvez pas aller plus vite, plus haut et avoir plus de clients. Votre plafond de verre est atteint. Vous allez chercher des clients ailleurs. Et ils se sont rendus compte aussi que c'était plus facile dans les villes moyennes parce que vous êtes tranquille. Joseph Lunel veut réagir. Il y a aussi un problème d'éducation à la frustration. Il y a eu la mode de cette éducation où l'enfant roi, on lui laissait tout faire. L'enfant n'est pas un roi. Comme tout le monde, il faut apprendre. La frustration, c'est apprendre à vivre avec les autres. C'est savoir qu'il y a des limites. Quand on n'a pas d'éducation sur les limites, on dit tu peux tout faire. Et bien ensuite, ça devient des adolescents et des adultes. C'est dans la violence, dans la montée de la violence et dans le ressenti sur l'époque. Je suis pas sûr que notre époque soit. On a toujours su qu'il y avait des riches et des très riches, etc. Oui, mais on les voyait pas en permanence, 8 heures par jour sur les réseaux sociaux. Quand j'habite en province et que je suis dans une ferme et que j'ai pas beaucoup d'argent, mais je sais que le notaire a une belle maison, et c'est une. Mais je le vivais plus normalement. Maintenant, c'est une frustration. Pourquoi moi j'y ai pas droit? C'est ça. Et ça. Alors, bienvenue dans la société de consommation, en fait. Ça me rappelle quelque chose que j'avais lu il y a quelques années, qui m'a été répété par un psy, je crois. Il disait la frustration chez les enfants, on n'a plus le droit de les frustrer, faut tout accepter. Et quand ils sont atteints 15, 16, 18 ans, c'est je le veux, je le vole, je la veux, je la viole. Et j'avais lu ça et on me l'a répété. Est-ce que c'est pas finalement les dérives de l'enfant roi? Aujourd'hui, on parle notamment de la délinquance des mineurs, où tout leur est dû. Si, c'est le manque de... J'allais dire, c'est évident, nous on le voit, donc les gamins en fait sont livrés, ils sont dans la rue, les parents s'en occupent plus, alors des fois, par nécessité, j'allais dire, parce qu'ils doivent aller travailler, ils sont pas là pour s'occuper des enfants, ce qui est vrai aussi dans certaines familles. Il y a aussi les familles monoparentales, les pères sont complètement absents, et après on a aussi des parents qui désarment complètement parce que les gamins les gênent, faut le dire. Ils ont envie d'avoir leur vie à eux, les enfants les gênent, ils les mettent dehors, et en fait les enfants
s'élève en fonction de leur environnement. Et vous construisez en fonction de votre environnement. Et quand vous êtes dans un environnement où c'est la rue qui commande, c'est la violence qui commande, et vous réglez vos comptes en bande contre d'autres personnes, eh bien vous vivez comme ça. Et un enfant, effectivement, les psys disent que jusqu'à 14 ans, entre guillemets, on peut le sauver. On peut lui redonner une autre trajectoire dans la vie, mais après c'est fini. Malheureusement, il a pris des réflexes et c'est très dur d'en sortir. On voit nous dans des trajectoires, des trains de vie souvent, des trains de vie, mais on voit aussi dans les trajectoires de vie qu'il y a qu'une personne des fois qui peuvent les sauver, c'est les femmes. C'est-à-dire ils rencontrent une belle personne qui leur dit maintenant t'arrêtes tes bêtises, je veux faire fonder un foyer, avoir un enfant. Et on voit des gens qui se rangent et qui ont envie de rentrer dans la vie active et ceux-là s'en sortent. Comment voyez-vous, Jean-Christophe, vous avez évoqué tout à l'heure le problème entre Angoulême et Bordeaux, l'espèce de cercle vicieux qui fait que la police est un magnifique métier, mais qu'en réalité, il est de moins en moins voulu parce que les conditions d'exercice deviennent intenables et que l'État n'en prend pas conscience. Comment voyez-vous une possibilité de sortie de cette impasse terrifiante ? Ça passe, alors je vais me répéter, mais ça passe souvent déjà par le nombre d'effectifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la procédure pénale a changé. Il y a de plus en plus d'actes à produire et en fait, un policier qui mène une enquête, il va faire 80-90% de paperasse pour 10% de terrain, de planques, etc. Et donc, plus on fait de la procédure, plus il y a des moyens aussi d'avoir des nullités, donc des procédures qui sont ajournées. Et donc, du coup, il faut de plus en plus de technicité. Or, en fait, vous êtes noyé par le flux. Et quand vous êtes enquêteur aujourd'hui, nos collègues au PJ nous le disent, dans nos bureaux, on n'a même plus de place pour pouvoir stocker les dossiers. On est obligé de créer des bureaux annexes et vous avez 200 à 300 dossiers en portefeuille. Enfin, et souvent, donc les collègues ne veulent plus aller en procédure et on envoie des jeunes sortis d'école qui arrivent, ils pensent apprendre le métier et on leur dit tout de suite, bah tiens, tu vas faire de la procédure, tu vas prendre des plaintes, tu vas mener des enquêtes. C'est pas du tout ce qu'ils attendent. Donc en fait, on a un gros problème par rapport à ça. Donc déjà, on baisse les bras. Après, on est d'attractivité du métier, bien sûr. Et puis regardez, dès qu'il se passe quelque chose, vous faites le 20h dans les médias, et puis tout de suite vous avez une chape de plomb et on colore des dossiers et on vous pardonne rien. Donc déjà ça, présumé coupable. Oui, c'est souvent comme ça. Ouais. J'ai l'impression qu'on est aussi passé d'un déterminisme social d'une certaine façon à un déterminisme qui est encore plus brutal, qui est un déterminisme géographique. C'est-à-dire que moi effectivement, je suis pas du tout dans l'idée que dans un pays comme la France, en tout cas, le fait d'être pauvre, d'être né dans une famille pauvre vous empêche de gravir l'échelle sociale, comme on dit, et d'accéder à l'école, ensuite à faire des études supérieures, etc. Ça, je pense effectivement que c'est faux dans un pays comme la France, en tout cas dans une certaine mesure. Mais il y a un déterminisme géographique. On parlait de l'environnement. L'environnement, c'est quoi concrètement ? C'est le quartier, c'est la ville dans laquelle on est, c'est de l'habitat, c'est les types de sociabilité qu'on peut avoir autour de chez soi. C'est les opportunités de sortir également. Est-ce qu'on peut aller dans un endroit sympa, facilement à pied, ou est-ce qu'il faut prendre un bus ou un métro pendant une demi-heure, etc., ou une ligne de RER B à moitié pourrie. Tout ça, quand même, ça participe aussi des logiques de ségrégation qui ensuite, sans doute, renforce, en tout cas, j'imagine, pour fréquenter quand même certains endroits, que ça renforce ensuite ce sentiment de frustration, d'isolement, et qui après, effectivement, peut il y a quand même beaucoup qui s'en sortent très bien. Mais tout de même, il suffit de voir ceux qui prennent le RER le soir pour rentrer chez eux. Bon courage à ceux qui prennent la ligne D du RER, puisque ça s'arrête, c'est des bus, c'est des machins, etc. Précisément. Donc ça c'est l'environnement, ça. Et en même temps, on voit l'évolution de la société. Enfin, je crois qu'on n'avait jamais vu, en tout cas dans la Ve République, des parlementaires crier personne n'aime la police. Hein. Oui. C'est tout à fait terrifiant de voir ça. Et quand on leur dit, ça n'a pas aidé. Vous vous rendez compte de ce que vous dites, de la haine que vous faites pour des gens qui nous protègent? Ça leur et qui les protègent eux aussi. C'est bien de le rappeler aussi. Mais en fait, effectivement, on se rend compte qu'il y a une partie de la politique qui est en train d'armer psychologiquement, j'allais dire, une partie de la jeunesse qui les monte contre les policiers en les dénommant carrément en tant qu'ennemis. On nous montre du doigt en tant qu'ennemis, alors qu'on est là justement pour aider les citoyens et tous les citoyens, peu importe l'origine sociale, raciale, tout ce que vous voulez. Mais surtout, c'est qu'on leur infuse cette idée-là. Et ces jeunes-là aujourd'hui vont devenir adultes. Eux aussi vont élever des enfants. Et qu'est-ce qu'ils vont leur inculquer à ces enfants ?
enfants, la haine du flic. Et donc, on a compris que cette petite graine qu'on plante là, justement, un jour ou l'autre, nous, on va la prendre dans la figure. Donc, il y a eu dans les quartiers, parce qu'on pointe souvent du doigt des quartiers, mais il y a eu aussi beaucoup d'efforts de fait dans les quartiers. Oui, vous avez aussi beaucoup de proximité. Voilà. C'est juste que quand on vous donne quelque chose de propre, il faut aussi l'entretenir au quotidien. Et quand vous voulez changer les choses dans la vie, il faut déjà changer par vous-même et par votre attitude. Mais après, on sait que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas que la question des moyens. Mais c'est vrai. Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup, Jean-Christophe Couvi, d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Secrétaire général de SGP Police Force Ouvrière. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va parler de la loi 3DS avec Philippe David.